8h, 9h, Dimitri Pavlenko. Est-ce devenu le métier le plus dur du monde? Ils sont les élus du coin de la rue, toujours à portée de baffe, comme on dit. Les maires de France sont en souffrance et à l'occasion de son congrès annuel, leur association, l'AMF, publie les résultats d'une enquête réalisée par le Cevipof. Et les résultats, vous allez l'entendre, sont édifiants. Crise de l'énergie sociale, crise des relations avec l'État, crise de l'autorité aussi. Les maires sont en première ligne. Ils encaissent les premiers la colère de leurs administrés. On va regarder de près tous ces chiffres qui livrent d'ailleurs en creux un portrait du pays et des Français. On parlera aussi du débat hier entre les trois prétendants à la présidence des Républicains. C'était hier soir à la TV. Quel avenir pour le parti? C'est un peu la question que tout le monde se pose après la prestation, pas mauvaise, de nos trois candidats hier. Bonjour François Calfon. Bonjour. Éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Et Eugénie Bastiet est avec nous aussi. Bonjour Eugénie. Bonjour. Journaliste au Figaro Vox. Eugénie, ça va pas fort dans les mairies. Votre journal Le Figaro consacre ce matin, comme d'autres, une double page au grand malaise des maires. Premier témoin, écrivez-vous, des réalités politiques du pays. Voilà, ils prennent tout dans la tronche, les maires, d'une certaine manière, pour le dire de manière un peu triviale. Oui, je pense qu'ils sont la conjonction de deux phénomènes. Alors évidemment, il y a une montée, je pense, de la violence dans notre société en général, qui fait que on ne règle plus les conflits de façon apaisée, démocratique, par le débat, mais de plus en plus par la contestation, par la violence, par l'insulte, etc. C'est le premier phénomène. Et le deuxième, c'est, je pense, aussi une forme de dépossession démocratique qui fait que le pouvoir est devenu insaisissable. On ne sait pas qui gouverne, on ne sait pas qui décide. Il y a les gens ont le sentiment que les décisions leur échappent globalement. Et effectivement, le maire se retrouve finalement, oui, à portée de baffe, le premier sur qui on peut taper. Et c'est un peu le bouc émissaire de ces frustrations, je pense, parce que le chef d'entreprise, le patron, la Commission européenne, tout ça est beaucoup trop loin. Donc le maire devient le bouc émissaire des frustrations démocratiques. Il y a beaucoup à dire sur justement ce job de maire, François Calfon. Alors, je ne sais pas, vous n'avez jamais été maire, vous, personnellement? Non, mais j'étais adjoint au maire, j'étais président d'un groupe d'opposition, donc je connais la question territoriale par cœur. Non, il y a un autre phénomène qui s'ajoute, c'est que ça fait 25 ans qu'on raconte que les politiciens sont des privilégiés. Donc à un moment donné, on a coupé le lien entre le maire et la politique nationale avec le non-cumul des mandats, ce qui apparaissait comme une bonne idée. Et en réalité, ces gens-là sont maintenant livrés à eux-mêmes. Vous considérez que c'était une erreur de supprimer le cumul des mandats? Moi, je pense a posteriori que c'est une erreur. Ouais. En tout cas, il faudrait rétablir ce lien d'une façon ou d'une autre. Et puis la deuxième chose dont on ne parle pas, c'est tabou. Les politiciens volent de l'argent. Mais en réalité, quand vous êtes maire d'une commune de 50 000 habitants, vous avez une administration de 2000 personnes et vous touchez moins qu'un cadre qui sort d'une grande école en junior. À l'indemnisation du maire, bien sûr. Oui. Donc si vous voulez, on a tout fait. C'est pas cher payé le job de maire. C'est pas cher payé, c'est 96 heures par semaine. Oui. Il y a un ancien maire qui me disait qu'il a arrêté, un défroqué, qui est maintenant dans le privé. Il dit, moi j'en avais marre des week-ends qui commencent le dimanche à 22h. Oui. C'est ça la réalité. Et dans les communes rurales, c'est encore pire. C'est-à-dire, vous n'avez même pas l'autorité de base d'un peloton de gendarmerie. Quand il y a un mort, c'est vous qui annoncez le mort à la famille. Oui. Et tout ça en jetant des cailloux, puisque vous êtes réputé être un Balkany en puissance. Alors justement, c'est très intéressant, c'est David Lisnard dans le Figaro qui dit ce matin, le maire est pris entre le marteau de l'action immédiate exigée par les habitants et l'enclume des contraintes contradictoires. Il donne l'exemple de la police municipale, je trouve qu'il marche assez bien. Il dit, regardez, on est le maillon fort de la sécurité publique dans de nombreuses villes. Souvent, c'est vrai que les policiers municipaux sont mieux équipés, ils ont des plus belles voitures que la police nationale et pourtant, ils n'ont pas l'autorité judiciaire. Ça résume assez bien. Oui, puis il y a une dévalorisation du métier d'élu, je pense. Vous savez, dans les romans du 19e siècle, il y a trois personnages, il y a le prêtre, le professeur et le maire. Le prêtre, c'est terminé. Le professeur, il est en voie de dévalorisation aussi. Plus personne ne veut devenir prof et bientôt plus personne ne voudra être maire. Et je crois que cette dévalorisation du pays d'élu, du métier d'élu, il doit nous inquiéter collectivement parce que qui va vouloir devenir maire dans les années qui viennent? De moins en moins de gens compétents, de moins en moins de gens de bons, les meilleurs ne voudront plus faire de politique. Et ça, je crois que ça donne. C'est sans doute déjà le cas. Et ça doit nous inquiéter collectivement parce que maintenant, quelqu'un qui sort d'une grande école ou qui a fait des études ou qui même de Sciences Po ne veut plus faire de politique. Il veut aller faire de l'argent, du business, aller travailler à l'international, mais il ne veut plus faire de politique. Et ça, c'est très très inquiétant. Alors il y a un deuxième phénomène qui est important, c'est qu'il y avait les grandes lois de décentralisation de 82. Il y a eu un âge d'or des collectivités locales. Nos villes se sont resplendissent
services ont resplendi de toute l'action municipale. Et c'était quand cet âge d'or? Dans les années 90, on peut dire. Oui. Toute cette France de grise est passée à la couleur et elle est retombée dans le gris. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le principe de libre administration des collectivités locales qui suppose de battre l'impôt a été pratiquement supprimé. Et quand on supprime les impôts de production, en réalité, on supprime de la fiscalité locale qui nourrit le tissu local. Et la taxe d'habitation aussi. D'accord. Et donc, vous avez une fiscalité dynamique parce que vous avez intérêt à avoir des entreprises. À partir du moment où vous vivez de l'intraveineuse de l'État qui, bien sûr, à l'année N vous donne X, mais à l'année N plus 1 vous donne X moins 10%, X moins 20%, c'est la misère des collectivités locales. Et vous devenez un bureau de l'administration d'État assigné à couper des rubans avec monsieur le préfet. C'est absolument pas l'esprit de la décentralisation. C'est intéressant parce que vous dites quand le maire a la capacité de lever l'impôt, d'une certaine manière, ça génère une sorte de concurrence entre les... de dynamisme. Vous êtes compétent sur votre champ de compétences avec une clause générale de compétences des mairies. Or, dans l'esprit français de la souveraineté, il y a ce bloc communal qui est le maillon de base de la démocratie. Intéressant. Est-ce que le citoyen aussi n'a pas changé d'une certaine manière? L'administré Eugénie Bastier, on lit dans le journal Le Monde cette jolie formule les citoyens devenus consommateurs d'espace public et le maire c'est le prestataire. Voilà. C'est ça, c'est un prestataire de service. Et je pense qu'on a un rapport de plus en plus consumériste à la politique. On veut d'ailleurs que les hommes politiques nous ressemblent, qui ressemblent à un segment de population. On ne veut plus vraiment l'intérêt général et le bien commun. Et tout cela se ressent de plus en plus. Et je crois que les maires sont en première ligne. Et moi, je suis évidemment pour développer... Non, je n'aime pas le mot décentralisation, je préfère le mot subsidiarité. C'est-à-dire exercer le pouvoir... C'est plus techno, de vous à moi. Non, c'est pas plus techno, c'est plus philosophique. C'est d'exercer le pouvoir au plus juste niveau et donc redonner finalement du pouvoir local. Et je suis d'ailleurs pour la multiplication des référendums au niveau local, qui sont aujourd'hui très très limités. Mais oui, effectivement, on a un citoyen consommateur et un maire prestataire de service. Je vous garder la parole, Eugénie. Je voudrais vous poser une question au sujet du débat entre les trois candidats hier à la présidence des Républicains, Ciotti, Retailleau, Pradier. Je ne donne pas leur prénom, mais c'est juste pour gagner quelques secondes. Ce débat, qu'est-ce qu'on en retient? Puisqu'on a eu finalement 3 nuances de LR, mais sans opposition véritablement frontale. Quel est l'enjeu? Écoutez, oui, la nuance, on l'a pas vu beaucoup entre les trois candidats, puisqu'ils avaient tous les trois, une ligne très droitière, on va dire, en tout cas sur l'immigration notamment. L'enjeu, effectivement, c'est la survie de LR. Moi, je ne sais pas si elle est encore possible. 10 millions d'électeurs perdus en 15 ans. Voilà, exactement. Et c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'il y a une droitisation continue de la société française qui ne se retrouve pas politiquement, puisque Emmanuel Macron n'est pas de droite, mais du centre. Et je crois qu'il y a un espace politique entre le technocratisme un peu velléitaire de Macron et l'histrionisme de Marine Le Pen. Il y a un espace politique. Simplement, je me demande s'il n'est pas trop tard, parce que la force de la droite, finalement, c'était quoi? C'était la compétence, l'expérience du pouvoir face à une Marine Le Pen qui était populiste, démago, etc. Or, plus le temps passe, moins la droite a l'expérience du pouvoir, puisqu'elle n'a pas été au pouvoir depuis 10 ans, et plus Marine Le Pen se respectabilise, entre guillemets. Et donc, l'heure tourne, et je ne sais pas s'il est encore possible pour LR de survivre. C'est un peu la trajectoire du Parti socialiste, François Calfon, quelque part. Oui, on voit bien que dans la culture... Même si le PS conserve une grosse emprise quand même au niveau local. On voit bien que dans la culture du clash, il y a une sorte de bipolarisation des extrêmes. Et pour revenir au débat d'hier, quand vous êtes victime d'une hégémonie culturelle, celle du Zemmour-Le Penisme, votre avenir est compté. Et d'ailleurs, puisque vous me parlez du Parti socialiste, j'invite les socialistes et ceux qui pensent et ont été... Les électeurs du Parti socialiste, en 40% sont restés chez Emmanuel Macron, à reprendre cette voie de la tension entre une logique de conviction et une logique de responsabilité. L'avenir de la France et de la gauche n'est pas dans le mélenchonisme, pas dans l'extrême gauche, parce que à mesure que vous vous radicalisez, vous perdez un certain nombre de gens qui ne se retrouvent plus dans vos valeurs de partage, par exemple. Signé Calfon à l'adresse des militants socialistes. Merci François. Voyez, on fait passer des messages. Écoutez, ça sert à ça les médias, bien sûr. Merci François Calfon, bonne journée à vous. Merci Eugénie Bastier, qu'on retrouve avec plaisir tous les vendredis pour votre revue de presse hebdo. À vendredi.